Météo sur France 3 avec le Dauphiné Libéré, votre quotidien régional. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal des Alpes de la mi-journée. Au sommaire ce midi, la récolte des noix qui est en retard de quelques jours. Elle s'annonce plutôt bonne malgré tout, excepté pour celles qui ont été balayées par la tempête il y a 15 jours et qui ne pourront pas revendiquer l'appellation d'origine contrôlée. Alpes Express, la chronique frontalière hebdomadaire. Fabrice Liégard nous emmènera au sud de Turin à la rencontre du pape de la bière, installé au pays des vins piémontais. Il a créé l'une des premières brasseries artisanales d'Italie. Et puis le ciel fait la moue, nuageux et plutôt gris aujourd'hui, excepté sur le nord-Isère où le soleil fera de belles apparitions. Averses probables sur les massifs montagneux avec 17 à 19 degrés en plaine. Les températures monteront jusqu'à 21 degrés. Mais tout de suite, ce fait divers qui pourrait relever du grand banditisme. Un homme de 29 ans a été abattu à bord de son véhicule ce matin vers 9h alors qu'il se rendait dans une salle de sport de Saint-Martin-d'Air en Isère. Il était connu des services de police pour association de malfaiteurs et déjà mis en cause dans des règlements de compte. Selon les nombreux témoins présents, plusieurs individus ont fait feu sur lui, le tuant sur le coup. Un périmètre de sécurité est actuellement toujours en place. Pour beaucoup de producteurs de noix, l'urgence est donc au lavage et au conditionnement des fruits tombés lors de la tempête il y a 15 jours. Des noix qui ne pourront pas prétendre à l'AOC, noix de Grenoble. En attendant, la récolte qui devrait commencer d'ici 4 jours s'annonce bonne, avec des fruits de gros calibre, comme le souligne Catherine Pétier, directrice du comité interprofessionnel de la noix de Grenoble. On l'écoute. Les producteurs en noix de Grenoble, on en a 900 sur la région, de l'Isère à la Drôme, quelques-uns en Savoie encore. Et cette année, ça devrait être une belle récolte. On devrait récolter aux alentours de 15 000 tonnes, normalement, si tout va bien. Sachant qu'elles ne seront pas toutes valorisées en appellation, puisqu'il y en a quelques-unes qui sont tombées un petit peu trop tôt. Et celles-ci ne pourront pas être en appellation, mais elles seront valorisées en cerneau. Selon leur qualité et leur maturité, elles seront valorisées différemment. En Savoie, un important dispositif de recherche est en place dans le secteur de la Dent du Chat, sur les hauteurs du lac du Bourget, pour tenter de retrouver un randonneur de 79 ans, porté disparu depuis hier soir. Les précisions sur notre site alpes.france3.fr. 6 mois après l'affaire de pédophilie de Villefontaine en Isère, les ministres de l'Éducation nationale et de la Justice ont annoncé une nouvelle loi qui permettra une meilleure transmission d'informations entre les administrations. Dès la rentrée 2016, tout fonctionnaire condamné sera signalé à l'Éducation nationale. Anne-Charlotte Inet, José Blanc-Lapierre. Passer au crible le parcours des fonctionnaires travaillant auprès des enfants. Leur casier judiciaire, leur condamnation, la justice va systématiquement transmettre toutes ces informations à l'Éducation nationale, par l'intermédiaire, selon la ministre, de référents. Il y aura donc des représentants de chacune de nos institutions pour traiter de ces questions et pour s'assurer de la fluidité de la circulation de l'information et bien entendu du respect de la loi. Le principe détaillé dans cette circulaire. Le nom de tous les agents publics en contact avec des enfants sera fourni à la justice par les rectorats. Si leur casier judiciaire n'est pas vierge, des alertes électroniques seront transmises d'une administration à l'autre. Ces alertes prendront la forme de ces avis d'information fournis par les tribunaux. Condamnation passée, procédure pénale en cours, nature des faits reprochés, tout y sera consigné et transmis aux différentes académies. Au total, 900 000 agents publics pourraient être concernés. Une mesure bien acceptée par les enseignants à condition que le décret pose certaines limites. Pour nous, il est important en fait qu'il borne bien ce qui sera examiné par la justice, à savoir toutes les peines qui relèvent en fait de la protection de l'enfance, agression sexuelle, détention d'images pornographiques, et qu'on n'aille pas au-delà, bien évidemment, pour que ça ne soit pas le grand déballage de la vie privée. Un décret 6 mois après l'affaire de Villefontaine. Accusé d'attouchement, le directeur de cette école primaire de l'Isère avait déjà été condamné pour téléchargement d'images pédopornographiques sans que l'Éducation nationale n'en ait été informée. À l'époque, les parents des élèves concernés se disaient outrés. Le mec, il a pris 6 mois de sursis, une mise à l'épreuve et une obligation de soins. Le mec, on l'a laissé dans l'Éducation nationale. On l'a laissé dans le corps enseignant, on l'a laissé. Vous avez vu ça où ?
C'est précisément ce genre de raté dans la transmission des informations que le gouvernement veut désormais éviter. Un mot de politique locale avec la réélection du maire sortant de Limbin en Isère ce week-end. Le conseil avait démissionné en bloc, c'était en juin dernier. À un recours près que pourrait poser l'opposition, Pierre Forte a été réélu avec 70% des voix et une nouvelle équipe municipale à ses côtés. Environnement, l'interdiction de la circulation des poids lourds sur la départementale qui dessert la vallée de la Maurienne revient sur le tapis. La mesure envisagée depuis plusieurs années est relancée par la préfecture afin de réduire la pollution et les nuisances. Les camions qui circulent sur cette route pour économiser les péages devront rester sur l'autoroute Transalpin. Xavier Schmitt, Didier Albrand. L'autoroute A43 dans la vallée de la Maurienne. Près de 2000 poids lourds y circulent chaque jour en moyenne entre la France et l'Italie. Mais certains quittent l'autoroute sur une trentaine de kilomètres entre Aiguebelle et Saint-Michel-de-Maurienne. Ils prennent la départementale 1006, l'ancienne nationale, pour économiser le péage. Toute cette portion, elle est autorisée aux poids lourds. Alors voilà, et sur la route, il faut faire très attention. Parce que... Puis il y a des périodes où il y en a moins, puis il y a des jours... Je ne sais pas comment ça doit venir de la régulation du Fréjus, mais il y a des jours, il y en a à foison sur la route. La traversée d'Aiguebelle et de Saint-Michel-de-Maurienne est déjà interdite aux camions de plus de 12 tonnes. Étendre l'interdiction sur toute la route, l'idée est dans l'air du temps. La préfecture et le conseil départemental planchent sur la question. Il s'agit de réduire les pollutions et les nuisances subies par les habitants de la vallée. Il y a quand même un certain nombre de villages qui sont très proches, voire qui sont traversés, comme par exemple le quartier où nous sommes et qui est l'entrée de Saint-Michel et qui est juste à l'aval de l'embranchement de l'autoroute où les camions doivent, embranchement que les camions doivent prendre pour aller sur Modane. Aucune décision n'est encore prise pour ces poids lourds en transit. Une telle mesure doit être solidement argumentée. Elle ne doit pas entraver la desserte locale ni la liberté de circuler. Éducation, avec cette expérience de dialogue et de démocratie menée dans un lycée de Villarbonneau en Isère. Une journée de l'engagement insufflée par 14 élèves de terminale qui ont proposé d'animer des ateliers à destination des arrivants. Jean-Christophe Pain, Franck Serroni. Le problème majoritaire des témoins, en fait, c'est qu'ils restent dans le silence, qu'ils n'en parlent pas. Et c'est aussi le problème des gens qui se font harceler. Parce qu'il y a un schéma qui se met en place. Je parle trop, hein, vous avez le droit de m'interrompre quand je vous énerve. Mais parce qu'il y a plein de choses à dire, en fait. C'est le problème aussi des gens qui sont harcelés. Aujourd'hui, au lycée, ce sont les élèves qui parlent aux élèves. Adèle, terminale L, soutenue par l'assistante sociale, aborde avec une classe de seconde le délicat problème du harcèlement. C'est pas son choix, ils le font tous. Ils le font tous, hein. Bah oui, mais tu balances. C'est lui qui décide. Oui, mais c'est pas les autres. C'est lui qui se sent mal et qui dit ça. En fait, il se remet en question. Il se remet en question. Tu vois. Plus qu'un simple atelier, le sujet a provoqué un véritable débat. C'est super compliqué d'en parler. On a le point de vue de quelqu'un comme nous, du coup, ça nous rapproche un peu, ça permet de mieux se sentir concerné. On travaille dans une ambiance détendue et de confiance avec les jeunes, ce qui n'est pas très courant dans les autres établissements scolaires. Et effectivement, ça nous porte vraiment au quotidien. Et oui, cette journée de l'engagement est tout droit sortie de leur imagination. Même moi, ça m'a fait penser à plein de projets qu'on pourrait faire au CNL. Moi aussi, j'ai eu des idées. Alors là, je vous dis pas. Pour ces 14 élèves de terminale, c'est une première expérience de démocratie. La plupart sont élus par leurs camarades pour les représenter dans les CVL, les conseils de la vie lycéenne. Personnellement, quand je suis arrivée ici, j'avais des étoiles dans les yeux. Je trouvais que tout était fabuleux. Il y a des événements. Cette année, on a mis en place la journée de la rose. Tous les ans, au moment de Noël, il y a un concert avec vente de bonnets Noël, avec redistribution des bénéfices à une association. Il y a des moments où on voit dans le lycée des choses. Ah, mais tiens, j'aimerais bien changer. Donc là, d'être au CVL, on a une voix, on peut du coup amener des projets, amener des idées à nous. De commencer maintenant, en fait, et que plus tard, ce sera avec la politique ou quoi que ce soit, on a déjà la chance de commencer à s'engager maintenant. Et pour moi, c'est une chance. Et du coup, c'est pour ça que je me suis engagée, parce que je trouve que ouais, vraiment, on a de la chance de pouvoir le faire, donc autant le faire. Si l'expérience est concluante, cette journée de l'engagement pourrait être étendue à toute l'académie, c'est-à-dire sur 5 départements.
Et en Isère toujours, 150 ingénieurs d'un grand groupe luxembourgeois ont joué les mécènes pour les apprentis d'Auteuil, une fondation qui accueille des jeunes en difficulté. Cette rencontre un peu particulière s'est déroulée à la Côte-Saint-André avec au menu échange et transmission de savoir. Grégory Lespinasse, Christelle Nicolas. Au pays de Berlioz, quand une cloche manque à l'appel, il se trouve toujours quelques bonnes âmes pour venir en aide. Mais aujourd'hui, au centre Jean-Marie Vianney, la main-d'œuvre est un peu particulière. En général, nous sommes plutôt en train de faire des prestations intellectuelles. Donc, savoir mettre un peu la main à la pâte, c'est toujours bien, surtout que voilà, c'est un peu aussi notre dada. Ils sont experts dans le domaine du bâtiment, du transport, de l'énergie ou de l'eau et travaillent habituellement dans des bureaux d'études. Mais aujourd'hui, ces ingénieurs aident les jeunes du centre pour toute une série de travaux. Voilà, on essaye de faire ça ensemble. Il a autant d'expérience que moi, je pense, mais on essaye de s'entraider et de leur donner un petit coup de main, quoi. C'est ça l'idée, quoi. Passer un moment ensemble. Il a commencé là-bas alors que tu aurais pu finir ici. Comme ça, tu vois, j'aurais entamé autre chose. Ici, l'établissement accueille 160 jeunes en difficulté pour des formations adaptées. Mais aujourd'hui, ce sont ces ingénieurs qui apportent leur expérience, comme cet atelier de rédaction de CV. J'ai entraîné à apprendre quelque chose que je ne savais pas par avant. Voilà, bon, vraiment, ça me fait plaisir quand même d'avoir son aide, quoi. Il a fait déjà quelques stages, et notamment toujours dans les mêmes entreprises, donc ça veut dire que s'ils l'ont repris systématiquement, c'est qu'ils étaient a priori satisfaits de lui, donc c'est important de le mettre en évidence dans son CV. Ouais. Des ingénieurs qui appartiennent tous au groupe SGI, une société luxembourgeoise dont le directeur propose à ses salariés pour la 2e année cette journée de mécénat. Et nous, on a choisi cette forme du temps plutôt que de faire des dons ou de faire œuvre de charité. Moi, j'estime qu'offrir son temps est aujourd'hui plus précieux que d'offrir de l'argent. Un directeur pas en reste puisqu'il offre son temps en réalisant les études de rénovation du bâtiment. Et Fabrice Légard nous a rejoint pour Alpes Express, la chronique transfrontalière entre Suisse et Italie. Bonjour Fabrice. Bonjour Daniel, bonjour à tous. Et on commence avec une demande en mariage à l'italienne. Oui, alors Daniel, vous allez voir que chez nos voisins, pour demander la main d'une femme, on ne recule devant rien. La femme, vous allez la voir, la voici en train de sortir tranquillement d'un supermarché de Settimo Torinese dans la banlieue de Turin. Elle vient d'y faire ses courses lorsque tout à coup, vous l'entendez, musique devant elle. Voici qu'elle découvre quelques-unes de ses meilleures amies en train de danser comme dans un film à la happy end comme on dit à Hollywood, car à la fin de la chorégraphie, son prétendant, vous allez le voir, vient enfin lui livrer la clé de toute cette mise en scène sous la forme d'une demande en mariage. Le voici Andrea, tout est bien, qui finit bien en Italie. Et direction la Suisse pour une autre surprise. Oui, alors c'était la semaine dernière, lors de l'ultime assemblée plénière du Parlement fédéral à Berne. L'ultime, car les élections, c'est pour le 18 octobre prochain. La surprise, eh bien, vous l'entendez, ce sont ces chanteurs d'opéra qui l'ont fait aux parlementaires. Déguisés en huissiers et membres du public, ils ont tombé le masque en pleine séance en entonnant un chant, sous les yeux goguenards évidemment des parlementaires. Un beau cadeau de départ pour tous ceux qui ne se représentaient pas, ce qui constitue là aussi une autre singularité du Parlement suisse avec son homologue français. On connaît la difficulté de nos hommes politiques français à passer la main. Et voilà le chef de chœur. Allez, retour en Italie maintenant pour notre grand format du midi. Un grand format qui va nous emmener dans les Langhe, la région de tous les grands crus de vin piémontais. Et pourtant, c'est dans ce panorama qu'un certain Théo a fait germer en 20 ans seulement une véritable culture de la bière. Regardez ce reportage, image Didier Alban, montage Mélanie Ducret. Si la bière était une religion, ce n'est pas Rome qu'elle aurait pour capitale, mais Piozzo, Piémont, 1 millier d'habitants. À sa tête, le pape est déjà tout trouvé. Le voici se rendant à son Saint-Siège, là où tout a commencé. C'était au beau milieu des années 80. Dans ce bar-cabaret baptisé d'un nom français, par la grâce d'une rencontre entre la troupe d'un cirque de passage et Théo, le baladin du Piozzo d'alors, son faiseur d'histoire. Ma première bière, je l'ai bu parce que mon père voulait m'habituer à boire du vin et moi j'étais un adolescent un peu chaud, comme on dit. Alors j'ai dit, bon, moi je bois que de la bière. Ici c'est dur, hein.
Si on est dans une région peut-être la plus importante qu'il y a en Italie du vin, mon père c'était un viticulteur, il parlait une fois chaque 15 jours. Non, et après il y avait le silence. Donc c'était vraiment une façon de mettre en discussion sa façon d'être. C'est donc dans ce bar à bière, perdu au milieu des vignes, que Théo commencera à forger sa légende, en y montant son premier grand cirque à mousse. En vedette, quelques 200 bières, toutes venues d'une autre planète, à des années-lumière de l'Italie d'alors. Il y a 30 ans, l'Italie, elle était triste. Il n'y avait absolument rien au niveau de vision qui sortait de la blonde amère, à boire froide, sans parfum. J'ai goûté une fois une chimée bleue, non. J'ai dit, putain, alors on peut ne pas souffrir en buvant de la bière. Ne pas souffrir et même en rougir de plaisir. Quand en 1996, à 2 pas de son palais de la bière, Théo installe sa propre brasserie artisanale, l'une des toutes premières en Italie, et bientôt la première à mettre la bière à la carte des grands restaurants. Pour ma bière, j'ai simplement utilisé les mêmes techniques que le monde viticole a employées pour créer chez le consommateur une véritable culture du vin. Je lui fais mettre le nez dans son verre pour qu'il se dise « Tiens, c'est pas mal ». Je l'ai aussi obligé à utiliser ses 5 sens pour goûter de la bière. Ce qui fait qu'aujourd'hui en Italie, il y a quasiment 1000 producteurs de bière artisanale et 1000 enfants, c'est beaucoup pour moi. Je suis un grand papa, tu vois. Un papa qui voit grand aussi maintenant. 20 000 hectolitres produits par an, là en bas, toujours à Piozzo, déclinés dans une trentaine de bières différentes, vendues dans 13 pubs italiens et 3 aux États-Unis. L'étranger qui pèse maintenant pour 20% des ventes d'un baladin piémontais, toujours en quête d'horizons nouveaux. Travailler avec Théo, c'est plutôt facile. La seule chose, c'est que comme il est plutôt volcanique de caractère, il faut toujours lui courir derrière pour aller aussi vite que le flux de ses idées, qui lui ne s'arrête jamais. Pour moi, la bière, c'est ma façon de communiquer d'une façon plus ouverte. Là, je parle avec toi, non, mais avec ma bière, je rentre dans les gens, partout. Je peux rentrer, amener plein d'émotions, c'est super. Super, c'est justement le nom de la première création de l'histoire du pape italien des brasseurs. Une bière ambassadrice d'une véritable révolution culturelle au pays de l'Asti, d'un boom économique aussi. Plus 30% à l'export pour les artisans brasseurs italiens depuis le début 2015. Avec leur bière à kilomètre zéro, véritable produit de leur terre, les enfants de Théo voyagent bien. Retour en Suisse, Fabrice, avec la police genevoise qui déclare la guerre aux cyclo-terroristes. Oui, Daniel, le terme est fort, hein, mais les interpellations de la police suisse peuvent l'être également. À l'image de ce que vous allez voir, là, ce cycliste appréhendé solidement. Hein, il avait roulé sur un trottoir avant de griller un feu rouge. Ça n'a pas plu à cette patrouille spéciale mise en place par la police genevoise. En 3 jours, une quarantaine d'amendes ont été infligées. Alors, les cyclistes genevois vont peut-être demander l'asile politique ou l'asile cyclistique à Grenoble, là où le maire roule en vélo. Et on termine à Turin avec, vous allez voir, le plus grand baby-foot du monde. Eh oui, Daniel, regardez cette photo. Hein. C'était la semaine dernière dans la Via Roma, l'artère la plus chic de Turin. 121 mètres de long pour ce campo de Calciobalilla, comme on dit chez nos voisins pour parler du baby-foot. 424 joueurs qui ont pris place autour pour disputer une partie. Notez que l'ensemble des fonds recueillis lors des inscriptions permettra d'alimenter une fondation pour la construction d'un hôpital en Somalie. Voilà, j'ai fini. Ça va pas être facile de marquer des buts. Merci Fabrice Légard et à lundi prochain. Voilà pour cette édition régionale de la mi-journée. Rendez-vous ce soir à 19h avec Valérie Chastelan pour le prochain journal des